Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le FAT5 ou comment pré-entraîner de manière efficiente un modèle de langage. C'est un travail issu de la R&D de l'équipe Data Science du CATI, mené conjointement avec Boris Albar quand il travaillait encore au CATI. Donc, j'ai commencé cette présentation en parlant des motivations qui nous ont guidés. La plus importante, c'est que nous pensons que de petits modèles spécialisés sont plus intéressants que de grands modèles généralistes. C'est-à-dire qu'avec des petits modèles spécialisés, vous allez pouvoir donc les spécialiser sur l'entièreté de leur poids, sur un cas d'utilisation métier, là où avec des modèles généralistes, vous allez devoir... les LLM, vous allez devoir utiliser des méthodes de quantification, du LoRa, etc. Ce qui peut apporter une baisse de performance. Un autre intérêt, c'est que vu que ces modèles vont être petits, vous allez pouvoir ensuite les faire tourner en local, ce qui a un intérêt d'un point de vue financier et environnemental. Une conclusion aussi de cela, c'est s'ils sont petits, vous allez pouvoir avoir une infrastructure limitée pour pouvoir aussi les pré-entraîner. L'ensemble de nos travaux a été effectué sur une A100 de 80 Go. Un autre point sur lequel on a voulu se concentrer, c'est travailler avec une architecture encodeur-décodeur, donc comme le transformer original, parce qu'on s'intéresse à du texte. À gauche, c'est donc l'encodeur sur le schéma qui permet de faire toutes les tâches de type classification, donc classification de texte, reconnaissance d'entités nommées, question answering, etc. Donc le modèle le plus connu étant BERT et ses applications en français, donc le camembert, le Flaubert. À droite, vous avez la partie encodeur qui permet de générer le texte. Donc le modèle le plus connu, c'est GPT et ses dérivés, les Llama, les Mistral et compagnie, la fameuse IA générative. Et donc l'intérêt d'un encodeur-décodeur, vous allez pouvoir faire l'ensemble des tâches envisageables en NLP avec cette architecture de manière efficiente. Donc c'est pour ça qu'on s'est tourné vers le T5 de Google et en pratique le Nano T5 qui est une optimisation du T5 sur lequel on a effectué les tâches de prétexte UL2. Donc une tâche de prétexte, c'est vous avez des séquences de texte en entrée, vous allez cacher un mot et le modèle va devoir généralement retrouver le mot qui a été caché. Une fois qu'on a dit ça, avant même de vouloir entraîner notre modèle, va falloir, parce qu'on a une architecture limitée, faire en sorte que l'entraînement se fasse de manière efficace. Donc pour pouvoir faire cela, il va falloir en fait parer les limites génériques qu'il y a pour tout ce qui est utilisation de vos GPU. Donc généralement, c'est des limitations à accès en disque, en calcul et en mémoire. Donc sur la slide, vous allez voir l'ensemble des méthodes qu'on a appliquées. La première, c'est tout simplement, c'est d'un point de vue physique, l'endroit sur lequel vous allez stocker vos données. Donc, il vaut mieux, par exemple, utiliser des petits disques plutôt qu'un gros disque, surtout si vous travaillez à plusieurs et tout le monde va les taper, ce qui va entraîner des ralentissements. Une fois que vous avez, en fait, aussi un autre intérêt, c'est que ça coûte moins cher. Quand vous avez une fois votre petit disque et que vous allez stocker vos données dessus, il vaut mieux utiliser un format de données efficient, donc tout ce qui est parquet ou béton, plutôt que du CSV, par exemple. Et une fois que vous avez tout ça, en NLP, l'intérêt, c'est qu'il vaut mieux pré-tokeniser les données avant d'entraîner notre modèle, plutôt que faire un pré-tokenisage à la volée à chaque fois qu'on va charger nos données. Surtout si en fait vous faites plusieurs entraînements, vous pré-tokenisez une seule fois, c'est fait, et vous n'avez pas besoin de le refaire plusieurs fois, et ce qui prend généralement aussi beaucoup de temps, si en plus votre jeu de données d'entraînement est grand. Une fois que donc vous avez vos données pré-tokenisées sur un petit disque dans un bon parquet, il y a la façon dont comment vous allez les charger sur votre modèle en local pour pouvoir ensuite entraîner votre modèle. Donc vaut mieux charger de manière en parallèle avec tout ce qui est data loader. En PyTorch par exemple, c'est le fameux numWorker comme argument. Une fois que vous avez ça aussi, il vaut mieux aussi créer un data collator personnalisé. Donc, j'ai dit qu'on a utilisé des tâches de prétexte UL2 qui viennent donc du T5 et UL2, c'est donc des modèles de Google qui travaillent généralement en TensorFlow ou en JAX. Là, nous, on travaille en PyTorch, donc il a fallu recoder en PyTorch ce data collator pour pouvoir faire ces tâches de prétexte personnalisées. Puis aussi, un autre point, c'est
qui a été intégré, c'est comment faire un padding efficace. C'est-à-dire le padding, généralement, c'est que quand on va donner une séquence de texte à un modèle, il faut que ça soit une séquence fixe. On verra par la suite, pour notre part, on va entraîner notre modèle sur une séquence 2024. Donc si par exemple, votre séquence d'entrée fait que 800, vous allez devoir mettre des tokens de padding, donc de rembourrage, pour arriver jusqu'à 1024 et avoir une séquence de longueur fixe à chaque fois que vous allez donner ça au modèle. Et donc, en fait, il y a plusieurs méthodes efficaces qui existent. C'est si vous donnez ces tokens de rembourrage à votre modèle, en fait, elles ne sont pas porteuses d'informations, et donc ce qui fait que vous allez gâcher de la ressource de calcul pour rien. Donc, plutôt en utilisant des méthodes de padding efficaces, où vous allez à chaque fois montrer un token porteur d'informations au modèle, mais vous allez économiser des ressources de calcul. Un autre point qui est vraiment très simple, et qui est en fait répandu que depuis, je dirais, un an et demi, c'est utiliser une taille de vocabulaire qui est un multiple de 8 ou de 64, tout simplement parce que les GPU, au moins des NVIDIA, marchent comme ça, ou c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait les utiliser de manière plus efficiente. Une fois que vous avez ça, il faut aussi choisir un bon optimiseur, parce que donc plus ça va converger vite, mais plus votre temps d'entraînement est court, donc vous faites des économies à nouveau. Pour notre part, on a utilisé AdamWScale, qui est l'optimiseur original du T5, mais on a utilisé des arguments particuliers qui ont été trouvés depuis dans la littérature pour avoir un entraînement plus efficace. Un autre point aussi, c'est qu'on a entraîné notre modèle en BF16, donc avec une précision moindre que la full précision en FP32, par exemple, donc en 16 bits plutôt qu'en 32, j'y reviendrai après. L'autre point, et c'est là en fait la principale contribution de notre travail, c'est qu'on a développé un noyau CUDA personnalisé qui permet en fait d'entraîner des encodeurs-décodeurs. Donc avec la flash attention. La flash attention, c'est ce qui permet d'entraîner assez rapidement des modèles depuis environ 2 ans que tout le monde utilise. Sauf que en pratique, elle fonctionnait qu'avec que les encodeurs ou que les décodeurs. Et donc là, pour le coup, c'est une première mondiale. On a fait en sorte qu'elle marche avec un encodeur et un décodeur. Sur d'autres points de l'architecture, surtout ce qui est couche de normalisation notamment, on a utilisé des noyaux Triton qui également basés sur un slot permettent aussi d'avoir des gains d'accélération. Et finalement, on a fait en sorte que notre noyau CUDA soit aussi compatible avec torch.compile, qui permet de chasser tous les cassures dans le graphe de compilation et qui est aussi une technique assez simple pour avoir des accélérations de calcul. Un point sur lequel en fait qu'on n'a pas utilisé mais qu'on aurait pu si on avait eu plusieurs GPU, c'est tout ce qui est parallélisme, parce que donc on pourrait distribuer les calculs sur différentes machines. Donc là, vu qu'on a fait tout sur une seule instance, ça n'a pas été le cas. Mais un autre point qu'on a fait, que je détaillerai après, c'est créer aussi des tailles de fine-tuning optimisées. Donc là, je vais vous donner quelques détails sur le noyau CUDA en termes de performance qu'on obtient. Donc d'abord, on compare la ligne du haut avec celle du bas, où en fait, on peut voir des chiffres équivalents. Donc les chiffres, c'est ici, on parle de teraflop. Donc c'est le nombre d'opérations par virgule flottante que votre GPU va pouvoir faire. Plus le score est élevé, mieux c'est, parce que donc votre GPU va pouvoir faire plus de calculs. Et donc entre le haut et le bas, la différence c'est qu'en haut c'est du BF16, en bas c'est du FP16. Et donc là on peut voir qu'on va privilégier du BF16 parce que ça permet d'avoir une plage dynamique plus élevée. Et ce qui est intéressant pour tout ce qui est convergence, parce que ça conserve mieux l'information, ça évite aussi potentiellement des problèmes de disparition ou d'explosion du gradient. Puis on va comparer donc les deux graphiques du haut. Entre la gauche et la droite, la différence, c'est la dimension sur les têtes d'attention. On peut voir que les graphiques de droite ont des chiffres plus élevés. Donc en fait, on va faire notre entraînement avec des dimensions de 128 pour notre tête d'attention. Maintenant, on regarde le graphique en haut à droite et on va comparer 512 et 1024. Donc là, on va voir que la séquence avec 1024 permet de développer plus de flops. Donc on va pré-entraîner notre modèle sur des séquences de 1024. Et finalement, donc là, on va regarder les différentes couleurs. En bleu, c'est FPDA, donc Scale Product Dot Attention. Donc on peut voir ça comme l'implémentation disponible du T5 dans Hugging Face. En orange, c'est la même chose, mais en Triton. En vert, c'est notre noyau CUDA.
donc ce qui sera le FAT5, et en rouge, c'est la flash attention originale qu'on a mis à titre de comparaison, mais donc qui est inexploitable pour un encodeur-décodeur. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'ici, on est sur une passe avant, quand on fait notre entraînement, et que donc là, on peut voir que notre noyau CUDA développe quasiment 2 fois plus de flops que l'implémentation originale en SPDA. Là, vous avez la même chose sur la passe arrière, donc on a les mêmes conclusions sur on va tout entraîner en BF16, séquence de 1024, dimension de 128. Là, on peut voir par contre que on développe à peine plus, ou on est équivalent en SPDA sur la face arrière. Donc là, ça serait un point d'amélioration pour la suite, pour essayer d'avoir un noyau qui tourne encore plus vite. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a listé toutes ces optimisations, est-ce qu'elles marchent en pratique? Donc pour vérifier tout ça, on a décidé d'entraîner un T5 comme preuve de concept. Et donc là, c'est un FAT5 de 147 millions de paramètres, de taille de séquence 1024, tokenizer de taille 32 768, donc 8 à la puissance 5, sur 419 milliards de tokens. Le 419 milliards, il sort d'où? C'est qu'en fait, on voulait aussi se comparer à d'autres modèles existants en français. Et donc, si on lit les informations qu'on trouve dans le papier du Camembert, on peut estimer qu'il a vu 419 milliards de tokens. Donc, c'est pour ça qu'on a entraîné notre modèle sur autant de tokens pour avoir une comparaison équitable. Une autre comparaison qu'on a voulu faire, c'est en quelque sorte une comparaison intramodèle. Ça veut dire que, en fait, 419 milliards de tokens, c'est équivalent à 1,6 million de steps. Et tous les 100 000 steps, en fait, on a fait une sauvegarde des points de notre modèle pour pouvoir ensuite le fine-tuner. Et comme ça, on pourra voir l'évolution des performances au cours de l'entraînement. Et là, vous avez les graphes de la loss qui décroît bien après avoir un petit peu oscillé au début et qui tend vers 0. Donc, une première tâche qu'on a voulu voir, c'est les résultats sur la génération de texte du modèle. Donc, pour cela, on l'a entraîné sur une tâche de résumé de texte où on a voulu se comparer au Barthez. Le Barthez est basé sur le BART, qui est l'équivalent du T5 pour Meta, là où le T5, c'est donc Google. Et donc là, on peut voir qu'on est, en fonction de la métrique considérée, 1 à 2 points en dessous. Là, on peut essayer d'expliquer ça sur le processus de génération. En fait, il n'y avait pas de détails dans le papier du Barthez. Et donc, vu qu'il date de 2020 et depuis, il y a de nouveaux processus de génération qui sont sortis, on n'a pas voulu utiliser des processus très complexes qui auraient favorisé notre modèle au détriment du Barthez. Donc, en fait, on a tout simplement utilisé le processus de génération par défaut dans Transformer, le point generate. Le point qui est seulement en fait le plus différenciant, c'est que là où on ne connaît pas le nombre de tokens vus par le Barthez, on connaît celui vu par le BART sur lequel il se base, où il y en a quasiment 10 fois plus. Et dans la littérature, on voit généralement que quand les modèles sont entraînés sur plus de tokens, ils sont meilleurs. Un autre point qu'on n'a pas fait, c'est que alors que le T5 est le papier qui a justement introduit toute la notion de prompt ou de préfixe en NLP, on n'en a pas utilisé de nouveau pour ne pas favoriser notre modèle. Et finalement, il y a un petit écart où on est à 147 millions de paramètres contre 165 millions pour le Barthez. Après, on s'est intéressé aux résultats sur tout ce qui est tâches de classification. Donc là, vous avez de la reconnaissance d'entités nommées et de la classification binaire, où on a voulu se comparer au Camembert. Sauf que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait de la classification, on peut utiliser que l'encodeur dans le transformer. Donc si en fait on n'utilise que l'encodeur de notre FAT5, on se retrouve avec un modèle qui passe de 147 millions de paramètres à seulement 67. Et donc pour pouvoir avoir une comparaison équitable, on s'est plutôt comparé au distill Camembert, qui est une version distillée du Camembert, qui fait 67 millions de paramètres aussi. Et donc là, pour le coup, on peut voir que on a un modèle qui arrive à matcher le distill Camembert, ce qui est très intéressant parce que généralement, les modèles qui sont distillés de plus gros modèles performent mieux que des modèles de taille équivalente mais entraînés de 0. Un autre point aussi qu'on peut observer, c'est que alors qu'on a beaucoup de gains de performance au début, on va avoir une saturation des performances. Et ça, c'est un point qui a aussi été observé par les auteurs du Camembert 2, qui est un papier qui est sorti pendant que notre modèle s'entraînait, où
ce qui est intéressant, ils ont aussi entraîné le modèle sur le même jeu de données que nous, qui est à savoir Culturax, et ils observent aussi une saturation. Et alors qu'eux, ils sont de tokens. Et donc, la conclusion, c'est quand on entraîne des modèles de type encodeur, si on veut des gains de performance, ça ne sert à rien de montrer énormément de tokens. Il vaut mieux en fait travailler sur une meilleure architecture. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont introduit le camembert-tas. Un point très intéressant de ça, c'est quand c'est qu'en fait un modèle, ça va saturer, on n'a pas besoin de l'entraîner pendant très longtemps. Ce qui va nous permettre aussi de limiter les coûts. Donc là, vous avez une estimation, donc on a utilisé une estimation, mais si on était passé par un cloud provider, des prix en décembre sur ce que ça nous aurait coûté. Donc on est à environ 1200 € si on s'arrête à 1 million de steps parce qu'on sait que le modèle va saturer, plutôt du 1900 si on voit autant de tokens que le camembert. Et que si vous travaillez avec un cloud provider, vaut mieux choisir le bon parce que vous avez des chiffres qui peuvent aller du simple au triple. Un autre point, c'est aussi les émissions et le temps d'entraînement sur les différents modèles auxquels on peut se comparer, où là, on peut voir que pour notre part, on a des émissions de 13,5 kg équivalent CO2 pour notre pré-entraînement. Si on se compare au camembert, qui est le deuxième modèle qui émet le moins, c'est 8 fois moins. Après, on bénéficie du fait que les A100 consomment moins que les V100 et qu'on avait aussi des centrales nucléaires qui marchaient mieux qu'en 2019 où il y avait des travaux à l'arrêt. Si on fait une comparaison plutôt au niveau du temps, on va 4,2 fois plus vite, là où en fait le camembert c'est 110 millions par mètre, où là où on en est à 147 millions. Un autre point, c'est que l'empreinte carbone globale de nos travaux est estimée à 20 kg de CO2. Donc, quand je dis empreinte globale, c'est en plus du pré-entraînement, l'ensemble des fine-tuning effectués et l'établissement de baseline auquel se comparer. D'après l'ADEME, c'est 90 km en voiture thermique ou 750 grammes de viande rouge. J'ai une slide sur les perspectives de ce qu'on pourrait faire par la suite. Donc, on voudrait bien en fait entraîner un modèle instruct, comme on l'a dit en fait, pour en fait tester les véritables capacités de potentiel de notre FAT5 avec tout ce qui est un usage de prompt. On aimerait aussi pouvoir le tester sur de plus longues séquences. Parce que donc on a fait en sorte de proposer des encodages positionnels qui permettent d'étendre fortement la taille de contexte qui sont compatibles avec notre noyau, donc à savoir Fire, Alibi et ROP. Un autre point aussi, c'est qu'on aimerait bien aussi passer à l'échelle ces modèles, où dans la littérature, le T5 a été monté jusqu'à 11 milliards de paramètres. On n'irait pas jusque-là, mais potentiellement on pourrait aller jusqu'à 1 milliard. Quitte après redistiller le modèle pour se ramener encore à quelque chose de plus petit. Mais avant ça, je pense que le travail le plus essentiel à amener, c'est travailler sur une actualisation de l'architecture, parce que donc le FAT5, le T5 date de 2019, où entre-temps, il y a eu de nouvelles couches d'activation, de normalisation, de nouvelles formes d'attention, de l'usage de mélange d'experts qu'on pourrait cette fois-ci faire dans l'encodeur et dans le décodeur, enfin bref, plein de choses. Donc, encore plein de choses à faire. Je vais vous laisser avec quelques liens. Qu'il y a un article de blog qui a été fait, qui détaille avec beaucoup plus de chiffres, de graphiques, etc. Les poids du modèle pré-entraîné sont disponibles sur Hugging Face. L'ensemble du code est également disponible sur notre GitHub. Et j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Une ici. Bonjour, merci pour cette présentation. Je me demandais, il y a beaucoup de boulot sur un certain nombre d'optimisations. Est-ce qu'il y a une partie de ce code qui serait publié en open source, par exemple ? L'intégralité, tout est disponible en open source. Ah super, merci. Une autre question peut-être ? Non, ça nous amène pile poil à l'heure alors, pour terminer. Merci encore. On peut applaudir nos deux intervenants.